Welcome, everybody. My name is Leah Stevenson. I'm here with Louise Donc, je Binder. m'appelle Leah Stevenson et je suis très heureuse de commencer la journée pour notre troisième et dernier webinaire qui est celui de la santé et des critères déterminants de la santé au niveau des autorités. Peut-être vous avez déjà participé aux autres webinaires, c'est-à-dire les critères déterminants de la santé et les critères autochtones qui déterminent la santé. On est ici maintenant pour regarder à qui est responsable, pourquoi, pour déterminer exactement qui joue quel rôle à ce niveau. Par exemple, Santé Canada, tous ces webinaires sont là pour nous préparer à quelque chose encore plus grand, c'est-à-dire au fait qu'on doit regarder ce qui se passe au niveau des patients. C'est un sommet qui a lieu maintenant le 15, 17 et 18 novembre et qui commence au même moment que ce webinaire, c'est-à-dire à midi, heure de l'Est, et aux heures correspondantes dans le reste du pays. Ça signifie aussi que c'est la Fondation pour sauver la peau qui coordonne le tout avec ses partenaires autochtones et les autres partenaires. Commençons. Avant qu'on commence, vraiment, il faudrait que je remercie tous les parraineurs. Autrement, on n'aurait pas pu organiser les webinaires. Et surtout aussi Axon, qui maintenant a fourni la plateforme technologique pour nos webinaires. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On n'aurait pas pu faire ces choses sans vous. Avant qu'on ne commence le webinaire, je voudrais maintenant vous parler de Louise Binder. Peut-être vous la connaissez déjà, vous avez peut-être déjà travaillé avec elle. C'est une avocate et elle fait le plaidoyer pour les meilleures pratiques d'un point de vue des patients. Après quoi, elle-même elle a été infectée par un virus, le VIH, et c'est pour ça qu'elle s'inquiète de comment on voit les choses d'un point de vue du patient, parce qu'en général, on n'en parle pas. Louise a fait quelque chose de semblable dans le monde du cancer. Elle a aussi fait du travail avec la fondation Save the Skin, et il y a beaucoup d'organisations qui ont compris tout de suite qu'est-ce que la valeur de ce travail. On n'a qu'à regarder à ce qui se passe en province de l'Ontario, mais aussi des autres personnes qui ont remporté même des prix. Louise, tu es là maintenant pour mieux comprendre les rôles du gouvernement sur plusieurs niveaux ici au Canada. Non, pour cette question, on devrait maintenant regarder à la toute première diapo. La voici. La voici. Comme vous voyez, j'aime beaucoup. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue pour être d'autres. Et la raison pour laquelle on est là, et je donne la présentation, c'est que on devrait regarder aux gens qui qui ont plusieurs profils au sujet des entités publiques qui ont un rôle dans le monde de la santé, mais il y a aussi bien sûr des assurances privées. Quand on parle des implications des critères déterminant la santé, pour regarder à l'accès, pour regarder au résultat sanitaire optimal. La raison pour laquelle j'aime ce que vous voyez ici, ce dessin, c'est parce que pour moi, il parle vraiment de toutes les parties prenantes, d'un point de vue patient, et surtout, ceci, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel parcours va vous y amener. Or, vous devriez regarder à quelles sont les autorités quand on regarde à la santé en ce pays, et ce ne doit pas être le cas. Souvent, on ne sait pas qui fait quoi quand on regarde la santé. Et c'est pour ça qu'on pose la question aux mauvaises autorités et des autorités qui n'ont rien à voir. Pour savoir tout d'abord si ces autorités sont celles qui devraient s'intéresser à la question.
c'est compliqué, vraiment compliqué. Et moi, je pense que j'ai l'impression que souvent, même les gens qui s'occupent des politiques ne savent pas là où ils se trouvent. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'on a vraiment vu dans cette pandémie. Et donc, je ne sais pas si les gens qui gèrent notre système de la santé savent ce qui se passe. Et donc, c'est une soupe, si on veut, une espèce de minestrone, quelque chose de très compliqué. Et nous y voilà, bien. Quant à ces politiques, et je ne sais pas, parfois, répondre aux questions, car si on regarde la gestion, il semble qu'il y a vraiment 3 niveaux ici. D'un côté, il y a les lois et les politiques publiques au niveau fédéral et provincial, les deux. Et ça, ce sont donc les lois. La loi sur les médicaments et la nourriture. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois des lignes directrices pour comment on gère les choses. Et en outre, on sait aussi qu'on a un autre niveau, c'est-à-dire la mise en exécution, où les personnes qui s'occupent de politique, donc les bureaucrates, font pas mal des lois, pas mal des politiques, n'est-ce pas? Et puis il y a les préposés, surtout, qui sont ceux qui s'occupent de la mise en place de ces lois. De même que les hôpitaux, surtout aussi quand on fournit des services, c'est les docteurs, et de même que le bureaucrate du gouvernement. Et il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire que 3, on fait quelque chose qui est très mal fait, je pense, c'est comment on évalue le résultat de ces tâches, de 1, des lois, 2, aussi de la mise en exécution. Si vraiment on réussit, si c'est bien fait ou pas. Ça, ce sont les choses, les 3 niveaux que moi je vois dans la gestion du monde de la santé. Qui fait quoi exactement au niveau public? Ça, c'est vraiment un plan, un organigramme panoramique pour ce qui touche maintenant la façon dans laquelle on couvre les médicaments. Et je vais vous en parler de façon plus spécifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, n'est-ce pas, en ce pays. On commence par le développement d'un médicament. C'est une compagnie qui décide. Ils veulent développer un médicament, ils le font. Il y a des institutions universitaires qui pourraient être impliquées aussi. En général, le règlement est que ça prend entre 7 et 10 ans pour développer un médicament, bien qu'il semble que ça a pris moins de temps pour un vaccin lors de la pandémie. Et heureusement, ceci va être un message pour nous à l'avenir, pour avoir un développement qui ne dure pas, qui prend de 7 à 10 ans. Au moment qu'une compagnie, indépendamment qui sont les chercheurs et autres, ont fini leurs études cliniques, et en général, on parle d'études cliniques sur 3 phases. Tout d'abord, on veut voir si quand on utilise un peu de gens pour voir si le composé est sûr, sécuritaire. Et on essaie ça sur des personnes qui sont des volontaires en bonne santé. 2, on a la phase quand maintenant il y a des patients pour voir si maintenant le composé non seulement est sécuritaire, mais est-ce qu'il marche. Ça, c'est un autre groupe un peu plus grand que le premier groupe de la première phase. Après quoi, on a des gros groupes de personnes. Ça, c'est la 3e phase. Pour avoir une bonne idée si le composé marche ou pas. Une fois que
Les chercheurs pensent que les données sont bonnes, on les envoie. Ça, c'est en général après la troisième phase. Et à ce moment-là, Santé Canada va approuver les études cliniques, n'est-ce pas? Le premier, deuxième, troisième, la troisième étude clinique, les protocoles pour les études cliniques. Après quoi, ils vont approuver ou ne pas approuver, ou l'approuver de façon conditionnelle, un traitement, thérapie, qui peut être maintenant vendu, mis disponible en Canada, en fonction de la sécurité, de l'efficacité, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez remarquer que on a ici des pointillés. Il y a autour du mot Agence des médicaments du Canada, car je ne suis pas sûr, car cette agence vient d'avoir été annoncée. À l'heure actuelle, c'est quelque chose de transitionnel. Ce signifie que c'est Santé Canada qui gère l'agence. On ne sait pas exactement si ça va être vraiment formé ou pas. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce que cette agence va faire d'un point de vue spécifique. Mais elle existe, au moins sur le papier. À l'heure actuelle, Santé Canada, et qui va décider si oui ou non on est d'accord sur ce composé, le médicament. Après quoi, ça va maintenant pour une évaluation d'un point de vue du brevet et aussi du prix, pour voir combien d'argent on va faire payer ce médicament. Et en général, ce qui se passe, c'est que il y a une question de responsabilité ici au sujet de l'accessibilité financière aux médicaments. Après quoi, on se trouve au niveau du gouvernement fédéral qui prend ces décisions, c'est-à-dire quel est le protocole pour les études cliniques, s'il peut être vendu au Canada et à quel prix, un prix qui ne peut pas être excessif. Tout ça est maintenant fait au niveau fédéral. Après quoi, on a une autre approche partout au Canada, où il y a maintenant une évaluation. Et je vais vous en parler dans 2 secondes. Si maintenant on regarde à ce produit, si on devrait maintenant le rembourser au niveau provincial ou non, à ce moment-là, et au Québec, ça passe par un réseau, alors que dans le reste du Canada, ça passe par un autre, par le CADATH. L'INES, c'est pour le Québec. Et on va maintenant regarder si maintenant chaque province est intéressée à rembourser le médicament. Et ça passe à l'Alliance canadienne pour négocier le prix du médicament au niveau du remboursement, pour que la province, maintenant, et les territoires aussi, et des plans fédéraux aussi, et les hôpitaux aussi, ont leur propre liste de médicaments qu'ils couvrent et qu'ils paient, qu'ils couvrent non seulement en termes de disponibilité, mais aussi qu'ils les fournissent gratuitement au sein de l'hôpital. Et maintenant, on va voir si oui ou non, ils vont ajouter une nouvelle thérapie et le remboursement relatif. À ce moment-là, les patients, finalement, ont accès aux médicaments. Il y a aussi des plans privés pour le remboursement des produits. Comme vous le voyez, ça prend entre 7 et 10 ans pour le développement, et il faut passer par tout ça, tout le reste. Ça va prendre des années et des années pour que quelqu'un puisse obtenir une thérapie dont ils avaient besoin tout de suite. Si on regarde à cet organigramme, regardons à la prochaine diapo ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, et ça, c'est que
les Canadiens n'ont pas compris. Et je comprends pourquoi. On parle du gouvernement fédéral assurant qu'on ait maintenant un accès universel. Toutefois, ce n'est pas exactement le cas. Ils disent que l'accès universel aux docteurs et aux hôpitaux partout au pays, ça, c'est ce qu'on trouve dans la loi. Il n'y a rien qui dit qu'ils vont maintenant payer pour les médicaments au niveau fédéral, bien qu'ils le fassent pour certains hôpitaux, certaines thérapies. Mais en général, ce sont les provinces qui vont prendre la décision sur quels sont les médicaments qui vont être remboursés. Bon, ça, c'est une grosse erreur que les Canadiens en général font. Ils pensent qu'il y a un accès universel aux médicaments, mais légalement, ce n'est pas le cas. Ils ont droit à être hospitalisés, à avoir un docteur. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement fédéral approuve les études cliniques, ils approuvent la vente des médicaments. Ils peuvent aussi maintenant regarder à quelque chose d'autre, c'est-à-dire ils peuvent enlever des médicaments de la vente du marché. Ils regardent toujours au prix des médicaments, il faut que ce ne soit pas excessif, ce prix. Et quand il y a eu maintenant une pandémie, à ce moment-là, ils gèrent la santé publique à travers l'Agence de santé publique du Canada. Et ils regardent aussi ce qui se passe dans les compagnies du privé. Ça, ce sont les lois fédérales. Et je ne peux jamais répéter assez souvent qu'il n'y a aucune référence au paiement, à la couverture financière des médicaments de la part fédérale. Bien. Ayant dit cela, on peut regarder maintenant la mise en exécution. Ça, c'est fait. Par exemple, ils donnent des médicaments à leurs propres employés, retraités, aux militaires, à la police montée, aux peuples autochtones sur la réserve, dans les prisons et aux réfugiés. Ça, c'est ce qu'ils couvrent au niveau fédéral. Souvent, le gouvernement fédéral aura des stratégies pour, par exemple, le VIH, pour le cancer. Il faut se rappeler qu'ils ont seulement certaines autorités au niveau de la santé. Dans d'autres cas, il y a aussi des meilleures pratiques dans les lignes directrices qui sont sélectionnées, sont même parfois créées au niveau fédéral. Ça, c'est le rôle du fédéral au niveau de la mise en exécution. Après quoi, il y a aussi une surveillance. Ils le font. On surveille après que le produit est en circulation. Il y a aussi un transfert des paiements aux provinces, parfois avec des conditions, à travers la loi du transfert. Peut-être que vous en avez déjà parlé, je suis sûr que vous l'avez fait. Et ça fait 10 ans qu'on n'a rien augmenté de ce point de vue. Et autrement, c'est une augmentation de 3 ans qui, étant donné les circonstances avant la pandémie, et maintenant, surtout maintenant, lors de la pandémie, ce n'est pas suffisant pour maintenant couvrir les lacunes qui sont créées. Car pour obtenir un bon système sanitaire, et comme je le dis, quand je regarde ces données, j'ai couvert donc ce que le gouvernement fédéral a à dire sur la question. Il y a aussi pas mal d'autres questions qui ont été mises à jour lors de la pandémie. On doit maintenant regarder au pays de point de vue de ce qui se passait lors de la pandémie, n'est-ce pas? Avec la NACI, qui est l'organisation nationale qui est responsable pour la mise en œuvre
de l'approbation et la mise et aussi l'exécution. Il y a aussi des négociations d'un point de vue des pharmacies avec les provinces pour voir que ce qui va être approuvé au niveau national. Et quand on parle de stratégies pour les maladies rares, orphelines, on devrait avoir là aussi une bonne gestion, une gestion pour les personnes âgées. On a des soins virtuels qui ont été mieux intégrés dans le monde de la gestion des soins. Maintenant, il faut voir où c'est approprié. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on va parler de l'accès de ce point de vue? Il y a aussi eu des changements au KDATH et à la gestion de cela. On va en parler par la suite aussi. Et pour ce qui touche maintenant Santé Canada, on a des règlements où on va faire une examination agile, c'est-à-dire on les passe devant des examinateurs l'un après l'autre, l'un sur base quinquennale. Ceci signifie aussi qu'on peut commencer des données qui arrivent des chercheurs, des compagnies qui font le composé et le font comme ils arrivent, au lieu que d'attendre toutes les données. Et donc, ils peuvent le faire dès qu'ils arrivent. On a parlé beaucoup aussi des données qui viennent du monde réel. On en parle tout le temps, n'est-ce pas? Et il y a plein d'organismes au niveau fédéral et provincial qui travaillent dessus. On parle aussi de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour partager la performance et comment on paie pour cela, et comment aussi on partage les risques et l'efficacité du composé avec la compagnie qui l'a produit. Et comme vous avez vu lors de la pandémie, celle-ci, il y en a une pandémie au pluriel, on pense, il n'y en a pas qu'une seule, n'est-ce pas? Et on pense aussi à quelle est la pandémie au niveau de la santé mentale, et à cause du fait de comment on a traité les adultes et surtout les personnes plus âgées parmi les adultes, comme vous le voyez aussi quand on regarde la thérapie du cancer, car on aura pas mal de problèmes avant qu'on ne puisse retourner à la bonne gestion de ces conditions. Ça, c'était le gouvernement fédéral, à nouveau, et ils ont leurs propres responsabilités. Pour ce qui touche maintenant les provinces, et le gouvernement fédéral, à certains moments, d'une certaine façon, collabore au sujet de certaines questions qui sont communes, c'est-à-dire, il y a la question de technologie. Et la raison pour laquelle on évalue la technologie, et il y a d'ailleurs tout un corps d'organismes qui fait ça, c'est qu'on regarde à quelque chose qui semble marcher, mais n'a pas été accepté à cause du prix. Est-ce que maintenant, c'est quelque chose qui a de la valeur pour le public, de façon telle que peut-être on devrait utiliser ce traitement et que ce sera remboursé au niveau public? Et ça, c'est le rôle du KTH au Canada anglophone et INES au Québec. Et ce système fait si qu'on fait des recommandations. Si oui ou non, on a ici quelque chose qui démontre de la valeur au niveau public. Mais il faudrait maintenant regarder au prix, si c'est le bon prix ou pas. Et si maintenant on va accepter ou non, on aura les négociations pour avoir un prix négocié avec l'Association canadienne des groupes pharmaceutiques. Ça signifie aussi qu'on va voir si on peut négocier un prix pour
le remboursement. Ceci ne signifie pas que la province va l'approuver. Ceci signifie qu'il y a des négociations pour le prix. C'est toujours la province qui doit maintenant dire oui, ok, je suis d'accord avec ce qui a été négocié ou pas. Mais ils sont en train de voir s'il y a un prix qui soit plus facilement accepté. Ça, ce sont les politiques. Ça, c'est la mise en place. Ça aussi, il y a aussi d'autres genres de mise en place. Et on peut regarder à ce qui se passe au niveau du cancer, par exemple. On peut regarder aux autres groupes dans des territoires, des leaders, il y a des ministres qui doivent se rencontrer, et bien, ainsi de suite. On a aussi le conseil des premiers ministres des provinces qui s'occupent aussi de ces questions. Et ils vont se rencontrer bientôt pour parler du transfert de l'argent aux provinces venant du fédéral. Il faut les encourager aussi le gouvernement fédéral à augmenter ce transfert aux provinces. Et peut-être, je ne sais pas si on doit, qu'il peut-être devrait y avoir une allocation spécifique pour certains domaines, par exemple le cancer, car il y en a eu. Et c'est car il y a eu des personnes qui étaient vraiment frappées de plein fouet par cette crise de la pandémie. Voici les provinces et les territoires. Tout le monde parle de ce qui se passe dans ces provinces. Pourquoi est-ce qu'on a une approche qui n'est pas unifiée, mais balkanisée? Pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce que la plus grande partie des systèmes, quand ils fournissent les médicaments et ils remboursent, sont remboursés par les provinces, comme je vous l'ai dit. Ceux-ci, maintenant, ont leurs propres programmes pour certaines populations à l'intérieur de leurs frontières pour le cancer. Toute province a une agence pour le cancer, n'est-ce pas? Ils ont aussi des programmes pour les populations autochtones sur la réserve, qui ne se trouvent pas sur la réserve. Si maintenant on regarde la mise en place, ça aussi, c'est quelque chose qui est balkanisé. On a les hôpitaux et ils prennent leurs propres décisions sur ce qui va être couvert au sein de l'hôpital, qu'est-ce qui va être fourni aux patients dans l'hôpital spécifique. Ils prennent ces décisions. Et si on regarde regarder ce qui se passe dans une province et puis le comparer ce qui se passe dans l'autre province, et parfois, il y a des opportunités dans certains endroits qu'on n'a pas ailleurs. C'est compliqué, même très compliqué. Par exemple, si on regarde aux agences du cancer, on fait la collection des données. Il y a des gros groupes de plein de bureaucrates qui s'occupent de la question. Ils s'occupent aussi des études cliniques et ils font aussi la mise en place, surtout avec les municipalités, pour aider avec ce qui se passe au niveau de la mise en place. Ça, ce sont les provinces. Et ils surveillent l'évaluation. C'est vraiment quelque chose où on fait quelque chose d'assez bien ici au Canada. Mais on a un contrôle des budgets qui vient, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas la façon dans laquelle on fait les budgets. Quand on regarde aux gens d'activité, je préfère les populations, qu'on fasse le budget en termes de population. Par exemple, à l'heure actuelle, on regarde au pourcentage aux hôpitaux, aux docteurs, ainsi de suite. Moi, je dirais plutôt que ça, c'est la façon inverse de comment on devrait faire les choses. On devrait regarder aux populations et aux besoins des populations. Et donc, de combien d'argent ça va coûter. Et c'est comme ça qu'on doit faire le budget. Et on a aussi maintenant
un contrôle de la qualité qui est au niveau provincial. C'est tout très compliqué. Et à nouveau, c'est très balkanisé, comme vous l'avez vu. On a donc, Alors, on voit il ce y a des qu'ont plans fait les de régime provinces. privé d'assurance. Votre société, vous pouvez acheter un régime de groupe ou si vous participez à un syndicat, vous pouvez négocier des meilleurs prix pour les assurances privées. L'idée à propos des compagnies d'assurance privées, normalement, ça s'ajoute à ce que vous devriez obtenir du plan de remboursement public. Mais il y a beaucoup de combats, de luttes là-dessus sur ce qu'il couvre ou non. Alors, c'est le paysage un petit peu de l'assurance pour vous montrer la première diapositive. De façon différente, on commençait avec l'autorisation de commercialisation. L'autorisation de commercialiser un médicament, c'est géré au niveau fédéral. Excusez-moi pour cet éternuement. Au niveau de Santé Canada, ils décident de la sécurité, de l'efficacité, de la qualité de la fabrication et ils disent, c'est eux qui disent si le médicament est sûr ou non. Ils publient des approbations, des avis de conformité NOC, Notice of Compliance. En d'autres mots, on peut dire, ça peut être conditionnel. Oui, on va approuver, mais vous devez aussi faire d'autres essais ou autres, par exemple réduire le prix ou autre. Et comme je l'ai mentionné, et LC Canada dit oui, vous pouvez vendre ce médicament. Et si le prix n'est pas approuvé, ça va dans un autre système et ça va au niveau pan-canadien. L'organisme de recommandation de technologie de la santé et ça va. Mais parfois, ça va directement aux provinces pour prendre des décisions. S'il y a des blocages, et bien sûr, on a les plans privés, des régimes privés. Et il y a les formulaires individuels et il y a des recommandations qui sont faites pour toutes les provinces et les plans de médicaments privés sont généralement nationaux dans tout le pays. Et il y a des plans bien sûr provinciaux, c'est différent. Et après tout ça, la prise de décision sur les formulaires individuels, ça c'est dans les mains des provinces. Et ils vont prendre en compte de nombreux facteurs pour décider s'ils vont rembourser le médicament ou non. Et comme je l'ai dit, j'ai mis ça à côté, ça existe, l'Agence des médicaments du Canada, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas là-dessus, son rôle. Qu'est-ce que cette agence va faire? Ça, c'est le monde de réglementation et de mise en œuvre. C'est fragile et compliqué. Je repasse la parole à Lia. Avec un peu d'espoir, notre cerveau ne tourne pas trop après couche, rôle des différentes juridictions. Merci Louise, vous avez essayé de rendre ça aussi clair que possible pour un sujet aussi peu clair. Maintenant, je vais ajouter d'autres complications dans le paysage. On va parler de quelques exemples. Qui fait quoi? Qui fait quoi dans les différentes juridictions? Dans la sphère publique, concernant les déterminants de la santé. Et pour nous donner une base, quels sont les déterminants de la santé?
Si vous n'avez pas pu voir notre webinaire sur les déterminants de la santé, c'est en ligne, vous pouvez le revoir. Ça vient de Santé Canada et ça nous rappelle que les déterminants de la santé sont des facteurs très larges, personnels, socio-économiques et environnementaux qui façonnent la santé de la population. Et certains des déterminants sont inclus dans la positive, le revenu, le statut social, l'emploi, les conditions de travail, d'éducation, le racisme, le sexe, l'environnement physique, l'accès aux services de santé, ce sont tous des exemples de déterminants de la santé et c'est important de dire et de mettre l'accent que l'expérience de la discrimination, le racisme, les traumatismes et les traumatismes intergénérationnels sont très importants, sont des déterminants de la santé très importants qui affectent particulièrement les populations et les communautés, par exemple les autochtones, les populations autochtones, les Canadiens noirs, la communauté LGBTQ+, ça nous rappelle quels sont les déterminants de la santé. On peut prendre 3 déterminants de la santé pour avoir une idée qui fait quoi. Quelles sont les responsabilités principales aux différents niveaux du gouvernement au Canada? J'ai peut-être oublié quelque chose. Veuillez ne pas hésiter à partager vos chantés, à partager vos idées si vous avez oublié quelque chose. Il y en a des choses qui sont bien couvertes, l'allocation, les responsabilités juridictionnelles par rapport à l'accès aux services de santé. On peut s'occuper. Voilà sont 3 autres exemples de déterminants de la santé. Le revenu, c'est un exemple où il y a beaucoup de différences et il y a des raisons historiques. Le revenu et le soutien au revenu, le gouvernement n'est pas très impliqué depuis un certain temps dans l'histoire de notre pays, mais je pense que c'est important de nous faire remarquer que les provinces et les territoires ont une grande responsabilité en termes de revenus et qu'ils ont la responsabilité primaire pour légiférer les standards de revenus et fournir de l'assistance sociale, déterminer qui est admissible à de l'assistance sociale et quel type d'assistance sociale est disponible. L'éducation, les provinces et les territoires ont beaucoup d'importance, mais il faut remarquer que le gouvernement fédéral est vital pour donner le support financier, mais ils sont responsables comme pour le soin de santé, ils ont une responsabilité pour la fourniture des services de santé, pour les gens et les populations, et même chose pour l'éducation. Spécifiquement, le gouvernement fédéral a une responsabilité de fourniture d'éducation pour les autochtones dans les réserves, les militaires et les prisonniers, les détenus, et aussi pour les conseils scolaires élus au niveau municipal sont responsables de la mise en œuvre locale de l'éducation primaire et secondaire. Encore une fois, on a des responsabilités mixtes en termes de juridiction sur le déterminant de la santé. L'environnement physique, là on parle d'infrastructure. Si vous réfléchissez à l'importance de cela, accès au transport public, des aliments sains, avoir des soins de santé accessibles et disponibles dans des parcs sécuritaires, de l'éclairage, tout ça c'est important dans les déterminants de la santé. Et je veux faire remarquer que les municipalités ont beaucoup de responsabilités liées aux infrastructures et à l'environnement physique. De nombreux atouts actifs, par exemple, l'aménagement du territoire au niveau municipal, les taxes
les parcs municipaux, l'éclairage public, les transports publics, les installations récréatives, les routes, les égouts, le traitement des eaux usées. Tout ça, c'est de la responsabilité municipale. Mais les gouvernements fédéral et fédéral ont leur propre responsabilité en termes d'infrastructures, mais ils jouent des rôles clés aussi dans l'investissement des infrastructures, y compris au niveau municipal. Parce que les infrastructures publiques, c'est un bien public, c'est coûteux, c'est à long terme, en termes de dépenses, pardon, et d'avantages, de bénéfices. Il y a des rôles interjuridictionnels. On ne peut pas tout laisser sur les épaules des municipalités. On voulait faire remarquer, parler de ces exemples pour dire qui fait quoi en termes de responsabilité au niveau des différents niveaux de gouvernement public. Pour de nombreuses similaires, on comprend de mieux en mieux l'importance de l'intégration des déterminants de la santé dans les soins de santé. Certains disent que 80% de l'état de santé est déterminé par les déterminants de la santé. Ce sont des facteurs gigantesques pour lorsqu'on essaie d'améliorer les résultats des soins de santé pour les patients du pays. Il faut comprendre qui fait quoi et à qui devrions-nous parler à propos des différentes questions lorsqu'on discute avec les intervenants et détenteurs d'enjeux en termes de rôle et responsabilité. Donc, j'espère que ça vous donne une idée sur les déterminants de la santé et les responsabilités. Je vais passer la parole encore une fois repasser la parole à Louise qui va nous donner un aperçu du sommet. Qu'est-ce que le sommet? Où est-ce que le sommet intervient? Il y a 6 ans, j'ai eu cette idée, je me rappelle très bien, c'était à l'automne, on venait juste d'apprendre qu'un conseil consultatif j'ai pas entendu le nom, planifié de faire des changements significatifs dans les facteurs qu'il considérait, par exemple, le prix des médicaments, est-ce coûteux ou non? Et une des choses qu'il prévoyait de faire, c'était des consultations avec toutes les organisations concernées avant d'apporter les changements. Et ça m'a frappé que j'avais aucune idée comment ils examinaient, par exemple, l'excès de prix. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Prix excessif. Mais véritablement, c'était très compliqué et je pensais que si l'on demandait à des groupes de patients de donner des conseils sur des sujets compliqués, il fallait avoir des conversations avec des groupes de patients intéressés. C'était la raison pour le premier sommet. Ce qu'on fait, aujourd'hui, c'est contextualiser les différentes parties de notre système et de comprendre où ce PRB allait faire. Mais c'était important de comprendre les autres parties du système également et où il rentre en jeu. L'évaluation lors de la première année a recommandé un événement annuel où les patients pouvaient travailler ensemble. Je pensais pas avoir un événement annuel à ce point. En tout cas, pour le second sommet, on est passé de l'information spécifique sur le fonctionnement du système de santé à la question on voit comment ça fonctionne, mais comment est-ce qu'on aimerait que ça fonctionne?
On a donc introduit le concept de soins de santé basés sur la valeur et des principes articulés par 2 médecins aux États-Unis qui s'appellent Redéfinition des soins de santé. Et j'ai eu la chance d'en entendre parler, de le lire et d'endosser, de soutenir. Et j'ai découvert qu'il y avait un groupe international qui s'appelait ICHOM, je crois, International Collaboration. Ça a été mon idée brillante d'avoir, c'était une bonne idée. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens plus intelligents que moi avaient pensé à ça. Le deuxième sommet, on a eu des médecins qui ont fonctionné avec, par exemple, Médecins sans frontières. Qu'est-ce que c'était les soins de santé fondés sur la valeur? À partir du deuxième sommet, le sommet, c'est un sommet des patients. Ça vise, on veut que les patients prennent les décisions sur l'ordre du jour du sommet, la mise en œuvre du sommet, et nous sommes les décisionnaires. Les patients, les représentants des patients. Les représentants des patients sont les décisionnaires. On invite des observateurs mais notre plan de travail est établi en arrière-plan. Lors du deuxième sommet, on a introduit le concept de soins de santé fondés sur la valeur. En général, les patients ont dit oui, ce serait un système bien meilleur pour nous de regrouper les services autour des populations plutôt que de découper plutôt que de regarder, par exemple, 6% pour les médicaments, 10% pour ceci, 20% pour autre chose. On devrait regarder les besoins de la population et diviser l'argent équitablement. Prendre en compte aussi une lunette supplémentaire, prendre en compte les déterminants de la santé, parce que vous pouvez être un patient cancéreux, mais comment on s'assure que tous les patients sont servis et pas uniquement ceux qui ont suffisamment la chance d'avoir accès à de bons déterminants de la santé. On a commencé à faire des groupes de travail et lors du troisième sommet, on a approfondi les principes de la VBHC, les soins de santé basés sur la valeur, et on a décidé qu'il faudrait avoir des modèles intégrés de la santé pour regrouper les services et offrir des bons services lorsqu'on est en silo et des mesures, des résultats rapportés par les patients, voir ce que les patients veulent. Et c'est à partir de ça, on prend les décisions sur les regroupements. Je suis très fier de dire que nos groupes de travail ont développé un document fantastique sur la déclaration des droits personnels aux données de santé au Canada. Et quels sont les droits quels sont nos droits par rapport à ces données et à l'utilisation de ces données? Ça a été largement distribué, ce document, pardon. Si vous ne l'avez pas, on peut vous le partager. Et on a commencé à développer des idées sur les PROM, les mesures de résultats apportés par les patients et voir comment on peut avoir des modèles intégrés de santé et appliquer les meilleures pratiques. On a eu beaucoup de conversations là-dessus.
Diapositive suivante. Pour être clair sur la définition des soins, les soins de santé basés sur la valeur. Dans ce contexte, ce n'est pas la même chose que l'évaluation des technologies de la santé. La valeur, c'est le résultat de l'importance du patient divisé par le coût dans tout le continuum de santé pour s'assurer que non. Ça, c'est la définition. Et c'est important de comprendre la différence. Après, on a eu le 4e sommet et je suis honoré de dire, on a Sharon Clark a participé a participé avec nous. C'est une femme autochtone qui a travaillé à KAI, l'Institut canadien de l'information de santé. Elle travaille aussi à York Université, je crois aussi. Elle a un emploi à London, Ontario. Et l'an dernier, on a on a amené tout le concept de résultats de santé inéquitables, particulièrement comment ça a été exacerbé par le Covid. On a parlé des gens atteints par des problèmes de santé mentale et les gens qui devaient faire face à l'insécurité du revenu. Et on a intégré aussi la perspective autochtone. Je ne sais pas si vous avez vu l'occasion de regarder ces deux des webinaires. Le premier étant, c'est un groupe de personnes qui appartient à une organisation qui s'appelle EMPA. C'est un groupe de personnes qui ont eu des problèmes d'inéquité de santé à côté des déterminés de la santé et ils parlent de leurs problèmes. Et c'est très, et bien sûr, les déterminants sociaux de la santé dans le cadre autochtone, ça a été une présentation fantastique. On a eu après un présentateur, un docteur autochtone qui nous a fait une présentation. Alors maintenant, on arrive à cette année et chaque année, on baptise cette année on veut parler spécifiquement la pandémie, bien sûr. Lorsqu'on a commencé à développer, je pensais qu'on serait mieux sorti de la pandémie Covid. Oui, c'est comme ça. Je pensais qu'on serait plus en avant. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais j'espère que vous vous joindrez à nous pour notre 6e sommet annuel. Voilà la liste, le lien d'inscription. On veut partager avec vous, bâtir avec vous et avec un peu d'espoir, sortir de cette pandémie l'an prochain avec un tout nouveau concept de soins de la santé et de la façon dont gérer ces soins de santé. Je ne veux pas améliorer les choses, je veux bâtir quelque chose de nouveau. J'espère que vous serez d'accord sur le fait que l'espace de santé basé sur la valeur, c'est la façon d'aller dans cette direction. Je vais donc intervenir pour vous donner encore mon dessous sur les webinaires et aussi sur le sommet à venir. Et pour que vous sachiez l'inscription, les détails, la page de l'événement pour le 6e sommet des patients, déterminer le futur des soins de santé au Canada, ça va être publié aujourd'hui. Vous allez recevoir un courriel, les dates, c'est les 15, 17, 18 et 19. Le 19, c'est une journée plus courte. C'est pour les patients et les prestataires de soins. Pour participer le 19,
c'est la journée de plan d'action, mais les 15, 17 et 18, c'est ouvert à absolument tout le monde et toutes les journées commencent à midi, heure de l'Est. À midi, heure de l'Est. Marquez ça dans votre calendrier et vous devriez recevoir l'invitation dans vos courriels. Alors, merci aux commanditaires. Maintenant, on a 5 minutes pour les questions. C'est vous, Louise, pour moi, Léa. Question numéro 1. Question numéro 1. Comment est-ce qu'on s'écarte des budgets en silo à des budgets fondés sur la population? Oui. Vas-y, Léa. Je me réfère à quelques exemples qui sont, par exemple, en Ontario, au niveau provincial. Je suis en Ontario, excusez-moi, je suis biaisé, j'ai travaillé dans le système de santé ontarien, je connais les intervenants depuis. Je vais généraliser sur ce que j'ai observé. Il y a des efforts pour organiser tous les prestataires de santé pour qu'ils soient responsables de toute la population d'une région donnée. Mais il faut pousser ces gens travaillent ensemble dans l'organisation et les types de prestataires pour vous servir mieux toute la population, mais se focuser sur des populations spécifiques et améliorer la situation. Une étape à la peine. Certains se concentrent sur la santé mentale ou les personnes âgées où ils ont des vulnérabilités particulières. Par exemple, Covid. Il y a cette organisation qui se passe, qui est encourageante. Tous les différents prestataires de la région disent, nous devrions regarder à ces résultats, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience des patients et les résultats, comment on améliore la santé des populations, comment améliorer la durabilité de l'efficacité du système de santé et comment est-ce qu'on améliore la vie des prestataires. Ils sont épuisés et pour ne pas qu'ils servent, qu'ils soient complètement fragmentés et épuisés. Ils commencent à développer des approches ciblées pour différentes populations. C'est là où les proms et ainsi de suite interviennent et avoir de l'infrastructure, comment on rend les gens responsables, imputables dans ce regroupement de prestataires qui veulent travailler de façon pour une population, comment on les rend responsables de résultats et comment on budgète. On va voir si ça fonctionne en Ontario, c'est-à-dire de s'écarter, d'avoir quels sont les coûts pour le coût du continuum de santé pour avoir de meilleurs résultats, quels sont les joueurs, les intervenants, et étant donné ces groupes, ces groupes de paiement, voilà, vous allez recevoir tant et sous dépenser des moins, vous pouvez garder le reste pour réinvestir et améliorer les soins de santé primaires. Et si vous dépensez trop, ouais, pas de chance. D'abord, il faut créer une gouvernance collaborative pour que les prestataires puissent plus soigner. Il y a des exigences pour que ces gens travaillent ensemble. Sinon, le statu quo, sinon la fragmentation va rendre les gens confus et bloqués. Et il y a le focus sur la santé des populations, les résultats et les besoins spécifiques de différents groupes. Et on va vous rendre responsable pour ces résultats. Et trouver des mécanismes de financement qui fonctionnent dans tout le continuum. Ce sont certaines de mes santé. Je veux dire une chose. À mon avis,
On ne peut pas. Les seuls gens dont l'opinion est importante, en fin de compte, sur la façon dont vous êtes structuré, sont les populations qui sont impactées. C'est une des choses importantes pour moi, c'est de bâtir des relations avec les groupes de déterminants de la santé. Il y a des groupes, par exemple, qui travaillent très dur avec des groupes d'adultes plus vieux. Et j'espère qu'il va y avoir qu'il va y avoir un bon rapport avec les populations autochtones et comprendre qu'il faut maintenant aller de l'avant pour travailler. C'est une chose très importante ici, c'est qu'il faut amener parmi ces populations qui sont frappées ce qui se passe au niveau de la santé, car ils vont avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la santé. Ça, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Bien, oui, tout à fait. L'autre question, car on n'a pas beaucoup de temps, c'est à quoi qu'on doit regarder quand on regarde au niveau de la santé fédérale et au ministre pluriel. Est-ce que ces ministres vont avoir un pouvoir par soi-même, eux-mêmes, fédéral et provinciaux? Au niveau fédéral, le ministre de la Santé était assez faible à l'heure actuelle. Et nous devrions peut-être être vraiment les leaders ici, de façon telle qu'on va avoir davantage de chance d'être plus heureux avec M. Duclos. Ça fait plus longtemps qu'il est là et il connaît mieux ce qu'il se passe. Peut-être il va avoir davantage de pouvoir. Comme je vous le dis, ça vient de mon expérience lors de ce gouvernement-ci. Ce qu'on devrait avoir, si c'est avoir une meilleure idée du gouvernement fédéral et qu'il ait une meilleure idée de ce qui se passe au niveau de la santé, surtout qu'on a une pandémie, comme vous l'avez vu, et on aurait vraiment un plan pour la santé, pour le pays. Et il faut que ce soit un plan qui couvre le fédéral, les provinces et le territoire. Et j'espère que le ministre va maintenant amener à la table les contreparties qui s'occupent des médicaments, par exemple, les personnes qui s'occupent des finances, pour ceux qui touchent ces régions, pour voir ce qui est important quand on décide sur les médicaments. Prendre une décision sur le médicament. Donc, je crois que tu es en train de nous ramener à la toute première diapo, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais où tu vas, où est-ce que tu vas? Parce qu'il y a des gens qui pensent que qu'on peut aller n'importe où par n'importe quel chemin. Or, il faut que je sois tout à fait d'accord avec vous. Ce serait bien que d'avoir un plan comme ça, on sait comment on y arrive, n'est-ce pas? Oui. Et à ce moment-là, c'est nous qui sommes les personnes qui ont un certain pouvoir, nous sommes autonomes. Et maintenant, on vient de dépasser de 3 minutes ce qui se passe. Si vous voulez, je suis très heureuse que vous étiez des nôtres, que vous avez passé vos temps avec nous. Rappelez-vous, sur du sommet, on a des présentateurs vraiment fantastiques. Soyez là. Ou autrement, allez là où c'est pas important. Merci beaucoup. Salut les gars. Salut tout le monde.